C'est l'heure de l'invité de Paris Direct. Et cet invité, c'est vous, Ahmed Insel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, politologue, éditeur, ancien professeur émérite à l'université Galatasaray d'Istanbul. À l'origine, on vous avait invité d'abord pour parler de l'offensive turque sur le nord de la Syrie. On va y revenir bien sûr sur ses tenants et ses aboutissants dans ce dossier complexe, mais il y a un sujet qui s'impose à nous ce matin, c'est cette mort d'Abou Bakr al-Baghdadi dans une opération américaine dans le nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. On n'est pas loin, alors qu'on voit ici à l'image votre dernier ouvrage, c'est La Nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, ça c'est aux éditions La Découverte. Un mot donc d'Abou Bakr al-Baghdadi, est-ce que sa mort change quelque chose dans la situation de la région ? Probablement quelque chose, mais est-ce que ça change fondamentalement? On va voir dans le temps, c'est peut-être pas, parce que al-Baghdadi était déjà pourchassé depuis pas mal de temps. Manifestement, depuis 2 ou 3 mois, il s'était réfugié dans la région d'Idlib. Donc, comme vous avez dit, il a été tué à peu près 10 km de la frontière de Turquie. Et apparemment, il se déplaçait beaucoup. Alors, déjà, depuis hier soir, nous savons qu'il y a son successeur qui est désigné, puisqu'il avait déjà un successeur, ou en tout cas un collègue de l'organisation qui était déjà désigné. Donc, du coup, je pense que cette organisation État islamique, qui est plutôt une organisation confédérale avec des organisations locales relativement autonomes, des courants va retrouver un peu son état-major. N'oublions pas non plus que selon les observateurs qui connaissent bien l'État islamique, ils ont toujours dit que Baghdadi était un peu la figure de proue, mais non pas la tête opérationnelle unique de cette organisation. Il y a derrière ça les anciens officiers irakiens, il y a des djihadistes très durs, mais probablement les attentats et les réactions de l'État islamique dans la région et surtout en Syrie vont continuer, bien qu'ils sont terriblement réduits. Alors c'est un coup dur, sûrement, mais pas un coup fatal, probablement. Est-ce qu'on a une idée de la capacité de nuisance du groupe État islamique dans la région aujourd'hui? Non, nous n'avons pas d'idée. Ils continuent depuis que l'État islamique n'a plus un contrôle territorial en Syrie, puisqu'il a été, depuis l'année dernière, avec les forces démocratiques syriennes et les Américains, ils ont été vraiment chassés dans le désert et ils tenaient quelques poches désertiques, mais ils ont des cellules dormantes. Par exemple, la semaine dernière, à Kamoshlo, ils ont la ville frontière avec la Turquie, la ville kurde syrien frontalier avec la Turquie. Ils ont fait exploser une bombe. À Haseke, il y a eu une bombe qui a explosé. Ils ont une capacité de nuisance, mais ils n'ont plus les mêmes capacités qu'il y a 2 ou 3 ans, évidemment. C'est un déclin très, très important. Alors tout ça se déroule alors qu'une opération turque était en cours encore la semaine dernière dans ce secteur, en tout cas pas loin, dans le nord de la Syrie. Oui. La Turquie essaie de créer une zone de sécurité, de repousser les combattants kurdes. Elle y est parvenue jusqu'à présent. D'abord un mot du groupe État islamique. Quel est quel rapport a entretenu la Turquie avec ce groupe? C'est très ambigu. Très ambigu. Alors, il y a des observateurs qui soutiennent qu'entre 2014 et 2015, plus particulièrement, la Turquie a laissé passer des djihadistes. La frontière turco-syrienne était vraiment un passoire et ils ont laissé passer des djihadistes. Alors, tous les djihadistes ne sont pas du côté de l'État islamique. Il y a des djihadistes aussi qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'armée libre syrienne ou récemment dénommée l'armée nationale syrienne, qui sont un peu les supplétifs de l'armée turque dans Syrie. Donc, effectivement, dans ce passoire, probablement, des futurs cadres d'État islamique aussi sont passés. N'oublions pas que l'État islamique en Turquie, en 2015, particulièrement, les militants d'État islamique en Turquie, qui sont des ressortissants de Turquie par ailleurs, ces militants d'État islamique, ont réalisé des attentats terriblement sanglants. À Diyarbakir, par exemple. À Ankara, à Suruç, à Diyarbakır, etc., etc. Donc, le jour de Nouvel An à Istanbul. Donc, la Turquie, après... donc, déjà, il faut reconnaître qu'il y avait des cellules actives
d'État islamique en Turquie. Est-ce que l'État turc les a laissés faire dans un premier temps? Il y a des observateurs qui soutiennent ça. D'autres qui disent que c'était plutôt l'incapacité des policiers dans un moment de réorganisation et d'éradication de la police. Bon, tout ça, c'est discutable. Mais en tout cas, les Américains, à un moment donné, et l'ONU, à un moment donné, a accusé la Turquie d'être, non pas le soutien d'État islamique, mais d'être en relation ambivalente. Oui, de laisser faire. On les accusait, par exemple, d'acheter le pétrole du groupe État islamique. Et puis d'envoyer des armes. Alors la Turquie a envoyé des armes, évidemment, comme les Américains, les Français, et la Turquie aussi, il ne faut pas se cacher, envoyer des armes vers les opposants syriens. Est-ce que ces armes sont tombées par la suite dans les mains d'État islamique? C'est fort possible parce que nous savons que toutes les armes, même les armes données par les Américains, une fois la frontière syrienne traversée, tombaient dans un marché qui allait au plus offrant. Il y a donc cette offensive qui s'est déroulée dans le nord de la Syrie, menée par la Turquie pour repousser les Kurdes. Qu'est-ce qui va se passer dans cette zone? Les Kurdes se sont retirés, les Turcs vont patrouiller avec les Russes, et après? Alors d'abord, il faut voir que l'exigence du président de la République turque, Tayyip Erdogan, était d'occuper la zone frontalière avec la Syrie depuis la frontière irakienne jusqu'au bout. C'est-à-dire aujourd'hui, la Turquie contrôle une partie de la frontière avec la Syrie, Afrin, Idlib, et puis l'autre partie, 400 km à peu près, était sous contrôle des cantons autogérés par les Kurdes. La Turquie est intervenue sur cette tronçon-là entre deux villes. La ville de Rasulayn et Tal Abyad. Donc c'est à peu près 100 km au milieu. L'objectif initialement, c'était de créer une poche pour pouvoir empêcher les partis kurdes de communiquer entre eux, de s'unifier. Ceci est relativement réussi comme projet. Parce que la hantise de l'État turc, c'est d'avoir au long de ses frontières la formation d'une entité kurde autonome. Mais la Turquie veut maintenant implanter des Syriens qui se retrouvent réfugiés sur son sol. Il y a un remplacement de population qui pourrait être en cours dans ce secteur dans les prochaines semaines. Il peut y avoir un remplacement de population ou peut en partie... N'oublions pas qu'actuellement, la partie occupée par la Turquie, c'est 100 km et 25 km de profondeur. Donc, ce n'est pas très grand. Ce n'est pas 1 million de personnes qu'on peut installer là. Probablement, il y avait des réfugiés qui ont quitté ces villes et qui sont en Turquie, qui peuvent retourner. Mais je ne pense pas que pour le moment, dans cette zone-là, on puisse installer beaucoup plus de réfugiés. Deuxièmement, il faut bien que les réfugiés acceptent de retourner. Et la plupart ne sont pas prêts de rentrer en Syrie, qui est totalement encore dans l'insécurité et l'instabilité. L'objectif de la Turquie était de chasser les Kurdes essentiellement organisés dans les forces démocratiques syriennes vers le sud de la Turquie, vers le sud de la frontière turque. En partie, ils ont réussi, mais il faut aussi voir une deuxième chose, c'est qu'en contrepartie, contrairement à leur volonté de créer un corridor de sécurité sous leur contrôle, ils laissent maintenant le régime d'Assad avec les Russes s'installer aux frontières syriennes. Justement, qui sont les alliés de la Turquie aujourd'hui ? Ça a été compliqué avec les Russes, évidemment, historiquement avec le régime syrien, avec les Américains aussi. Il n'y a pas d'alliés stables. Il y a des alliés conjoncturels. À un moment donné, la Turquie, quand ils ont descendu l'avion russe à la frontière syrienne, était devenu vraiment l'ennemi numéro 1 pour la Russie. Maintenant, il y a une alliance de circonstances avec la Russie. Il y a une alliance, une coopération de circonstances avec la Russie. Il y a une coopération de circonstances et une alliance dans le cadre de l'OTAN avec les États-Unis, mais ce sont des alliances extrêmement éphémères, totalement conjoncturelles. La Turquie, de ce point de vue-là, si on regarde sur le long terme, sur la solidité des alliances, est un pays seul. Est-ce que ça ne joue pas contre Recep Tayyip Erdogan, qui commence à avoir du mal sur le plan intérieur? Il a perdu des grandes villes aux municipales. Ça joue. D'abord, il y a une usure de pouvoir qui joue, parce qu'il est au pouvoir depuis 13 ans et il y a une usure de pouvoir. Deuxièmement, il y a une crise économique qui s'installe sérieusement en Turquie. Les éléments de politique extérieure
ont une interférence mineure dans le choix des politiques intérieures. Mais par contre, je crois que Tayyip Erdogan, en dehors de cette volonté de l'État turc, au-delà de Tayyip Erdogan, c'est une politique dure de l'État turc, la peur du Kurde, si vous voulez, au nord, au long de la frontière. Tayyip Erdogan a aussi lancé, je crois, cette opération pour pouvoir limiter l'usure de son influence, de son pouvoir à l'intérieur, pour pouvoir créer une ferveur nationaliste, diviser l'opposition, puisque le parti pro-kurde et le parti social-démocrate, le parti nationaliste libéral, s'étaient un peu constitués comme une coalition. Oui. Pour battre Tayyip Erdogan dans les élections municipales. De ce point de vue-là, malheureusement, je dirais, il a réussi à, en tout cas, peut-être pas rompre définitivement, mais à refissurer l'opposition. Son pouvoir, il s'est renforcé notamment depuis la tentative de coup d'État de 2016. Selon vous, où va la Turquie aujourd'hui? Est-ce que Recep Tayyip Erdogan va pouvoir se maintenir? Et si oui, à quel prix? D'abord, les élections, s'il n'y a pas des élections anticipées, les élections législatives et présidentielles, c'est dans 3 ans, c'est juin 2023. Peut-être un peu plus tôt, mais pour le moment, c'est 2023. Et a priori, Tayyip Erdogan n'a pas intérêt à provoquer des élections anticipées. On a bien vu avec les élections municipales, désormais, c'est dangereux. Donc, il lui reste 3 ans. Et il dispose d'un pouvoir absolu. Le Parlement est devenu un peu fantoche, n'a aucune... Le Premier ministre aussi. Il n'y a plus de Premier ministre. Oui. C'est lui, Premier ministre, chef d'État, chef de parti. C'est une autocratie, d'une certaine manière, en Turquie. Est-ce que le Tayyip Erdogan va pouvoir continuer? Nous verrons dans 2 ans. Mais je crois que si l'économie continue à stagner, et il y a des raisons politiques pour cette stagnation économique, parce que la perte de sécurité juridique, cette instabilité, cette imprévisibilité fait que l'économie turque n'est plus attractive pour les investissements étrangers, pour les financements extérieurs. Or, l'économie turque a un besoin structurel d'apport de capitaux étrangers. Et par ailleurs, il y a aussi cette imprévisibilité fait que les gens n'achètent pas des maisons, les investisseurs n'investissent pas. Et donc, ça pèse. L'économie turque, aujourd'hui, connaît un choc politique particulièrement dur. Et ça jouera peut-être sur des élections à venir. Merci beaucoup à Metin Sel d'avoir été notre invité. Je rappelle notamment votre dernier livre, La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. C'est aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir choisi France 24 et Paris Direct. On se retrouve dans un instant en compagnie de Pauline Gollard. À tout de suite.